Bonjour tout le monde, alors bienvenue à cette autre nouvelle édition de nos discussions Les défis du tourisme au Québec sur la page de Tourisme Express. On va commencer dans quelques instants. Je vais laisser le temps à Facebook d'envoyer le message comme quoi on s'apprête à débuter. Alors, bon matin tout le monde en ce mardi 31 mars de l'an 2020. On va commencer dans quelques instants cette entrevue et à l'autre bout du monde, on s'en va rejoindre un hôtelier québécois basé en Chine. Bien hâte d'avoir cette discussion avec vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous trouvez des moyens originaux de vivre ce confinement là où que vous êtes, là où vous soyez. Alors, je vais tout de suite aller me mettre en mode plein écran. Voilà. Alors, bon matin tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition des Facebook Live de Tourisme Express. Alors, on va rejoindre dans quelques secondes Martin Leclerc en Chine. Mais là, avant, je vois qu'il y a des questions. Il y a Marie-Claire ici qui pose la question. Est-ce possible de rendre l'entrevue disponible en différé? Ben, c'est la beauté du Facebook Live. Hein? Donc, une fois que cette entrevue-là aura été complétée, elle sera disponible tout simplement avec le même lien. Donc, voilà, Marie-Claire, il n'y aura aucun problème. Alors, salutations aux gens qui sont là, André-Jean, Johan, le Manoir OV, super. Alors, sans plus tarder, je vais rejoindre Martin. Bonjour Martin, comment ça va, Beijing? Salut tout le monde, ça va très bien Frédéric. C'est un plaisir de te voir aujourd'hui. Ben écoute, Martin, on se connaît par personne interposée, des gens de l'industrie touristique. C'est un petit monde. C'est un petit monde parce qu'on est all the way à Beijing, en Chine, et on a des gens que l'on connaît, qui nous ont mis en relation il y a une semaine ou deux, là, justement, dans la foulée de ces Facebook Live. Je disais, hey, ça se pourrait être intéressant de parler avec quelqu'un basé justement en Chine qui vit probablement une situation similaire. Alors, justement, on s'est dit que ça pourrait être intéressant dans le contexte là, que l'on vit. Peut-être, Martin, te présenter, nous dire qui tu es, ton background et ce qui t'a mené à travailler présentement. Donc, tu es directeur général de l'hôtel Shangri-La à Beijing. Donc, peut-être nous expliquer là, ton parcours. Tout à fait, tout à fait. Alors, bonsoir ici. On tourne les 21 heures à Beijing, bien sûr. On a 12 heures de plus que vous. Alors, en fin de journée, le 31. Et puis, entrant en avril dès demain. Donc, avril, ce qui va marquer pour nous 3 mois de crise ici en Chine avec ce que nous avons vécu. Donc, ça a commencé vraiment à s'accentuer à la fin janvier. Et puis, donc, le nouveau normal est quelque chose dont je suis fort au courant maintenant. Mm-hmm. Et puis, je peux vous dire qu'il y a de l'espoir, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, pour me présenter, je suis donc Martin Leclerc, fier étudiant de l'UQAM à Montréal, et puis où j'ai fait un bac et obtenu quelques autres diplômes en passant. Hôtelier depuis longtemps, donc j'ai travaillé pendant plusieurs années chez Delta et Fairmont, en tout 17 ans avec Fairmont, et puis écoute, un peu partout au Canada, en tant que DG du fameux Reine-Élisabeth à Montréal, tout près de chez vous. Oui. Et puis, donc, en passant par le Château Laurier à Ottawa et plusieurs années dans l'Ouest canadien également. Alors, entre autres, le magnifique Fairmont Empress à Victoria, et ainsi qu'à Vancouver, le Westin Bay Shore. Bref, hôtelier depuis plusieurs années. Ce qui m'a amené en Chine initialement en 2012, c'était qu'à l'époque, j'étais donc directeur général de l'Empress à Victoria. Et puis, j'ai levé ma main, puis j'ai dit, j'aimerais faire autre chose. Et puis, voilà, ça nous a amené, mon épouse et mes 3 enfants, à déménager en Chine en 2012 pour venir ouvrir
un magnifique hôtel à Nanjing, donc une petite ville ici en Chine, qui vient juste de franchir les caps des 10 millions. Dans la province du Jiangsu, située dans ce qu'on appelle le delta du Yangtze River, environ à 75 minutes de Shanghai. Et puis ensuite, écoutez, donc après ce projet d'ouverture qui a été formidable, j'ai été recruté et puis accepté de joindre une autre chaîne fantastique avec le Saint-Régis. Et puis, donc, j'ai dirigé le Saint-Régis à Tianjin, qui est une grosse ville ici en Chine, une des 4 municipalités dans le pays, avant de partir et de retourner au Canada pour aller prendre le Westin Bay Shore. Et finalement, donc, lorsque j'ai reçu un appel pour le Shangri-La à Beijing, c'était une offre qui venait me chercher là, au fond de moi. Là. Alors, de retour en Chine depuis maintenant 16 mois, ici, à cette propriété. Wow, donc super parcours de ce que je peux voir d'ailleurs, bravo. Et puis, tous des hôtels, c'est toujours quand même comme on dit, de luxury properties, des hôtels de luxe. Donc, j'imagine le service client, le soin, les employés, il y a tous des bataillons d'équipe derrière ça. Ça va être quand même des beaux défis. Martin, la question que j'ai et que d'ailleurs d'autres m'ont posée, c'est dans ce contexte-là, peux-tu nous décrire un peu comment ça s'est vécu là, de l'intérieur? Ici, les médias semblaient évoquer que c'était en décembre, les premiers cas, voire début janvier, là, que ça a commencé à sortir un peu plus. Évidemment, les médias, ce qu'on entend versus ce qui a pu peut-être couler en Chine. Comment vous avez vécu le début de la crise et le crescendo? Peut-être, je pense que ça pourrait être intéressant que tu nous décrives la chose. Wuhan est situé dans la province de Hubei, qui est environ à 1500 km de Beijing, où je suis présentement. Et donc, évidemment, il y a eu énormément de désinformation et très peu d'informations au tout début de cette crise. Et puis, étant donné ici que, ce qui n'est pas particulier à la Chine, en termes de vouloir protéger la réputation du pays, du gouvernement, etc. Donc, au début, effectivement, il y a eu un sentiment de protectionnisme très, très fort et de conserver, dénier peut-être ce qui se passait. Alors, écoutez, le point zéro, personne ne peut le dire, personne ne peut l'identifier, mais ce qu'on s'est rapidement rendu compte, c'est que ce qui était tout d'abord une période où est-ce que les gens refusaient d'admettre qu'il y avait une situation qui s'amplifiait, ça a très, 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 très rapidement changé. Et puis, donc, d'une journée à l'autre, si vous voulez, on est passé, nous, ce qu'on appelle à l'interne, au code rouge. Donc, ce qui veut dire qu'à prendre des précautions extrêmes. Et puis, donc, ça s'est principalement manifesté à la 3e semaine de janvier. Et puis, donc, écoutez, ensuite de ça, ça a été écoutez, là, comme dans certains films, avec des shutdowns, avec des villes entières, des provinces entières, arrêt des réseaux de trains, d'avions, fermer les aéroports, etc. Et puis, à partir de ce moment-là, force est d'admettre que la Chine a répondu extrêmement bien et a géré la crise d'une manière exemplaire. Selon moi, donc, à cause des moyens que le gouvernement a ici, et c'est-à-dire que, écoutez, en Chine, lorsque le gouvernement dit on tourne à gauche, on tourne à gauche. Ouais. Et puis, d'un autre côté aussi, c'est vraiment la résilience de ce peuple que j'admire, c'est des Chinois, qui ont donc compris fort rapidement et suivi les règles. Et ici, les gens suivent les règles et puis se sont confinés. Et puis, ça a été 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis ça continue toujours présentement. Écoutez, il y a certaines mesures qui commencent à relaxer et le retour à la vie normale, quoique je dois mettre ce terme entre parenthèses, entre guillemets, commence de plus en plus à être une nouvelle réalité, si vous voulez, ici en Chine. Le new normal, comme on dit. D'ailleurs, comment... parce qu'ici, on est vraiment dans le cœur, là, je dirais, en ce moment, ou en tout cas, on s'apprête à rentrer dans le vif de la crise. Comment ça s'est vécu, vous, à l'interne, le fait de... Avez-vous fermé votre hôtel, même si vous êtes à 1500 km
du point central ou du point chaud. Et comment ça s'est vécu de l'intérieur, cette espèce de la mise à pied de vos équipes? J'imagine que la demande touristique est tombée à néant, les vols aériens. Juste de voir un peu les corollaires par rapport à ce que nous, on vit ici, là, je serais curieux d'avoir votre son de cloche. Oui, alors écoute, c'est clair et net. Premièrement, en chinois, la Chine, on dit Zhongguo. Et ça veut dire l'empire du milieu, le centre du monde. Et puis, si on creuse un peu plus loin, à Beijing, Beijing qui est la capitale du pays ici, Beijing, c'est vraiment le centre du monde pour la Chine. Alors oui, on est à 1500 km, mais protéger Beijing à tout prix, c'est vraiment ce que le gouvernement a entrepris de faire. Et puis, la plupart des hôtels sont devenus déserts du jour au lendemain, comme vous le comprenez très bien. Moi, ici, à l'interne, écoutez, c'est une propriété fort importante. On a 1000 employés ici. Donc, il y a 2 hôtels sur le site ici, avec 5 différents buildings, entre autres un centre de convention et un petit centre d'achat, etc. Donc, une opération assez complexe. Et ce qui complique un peu tout également, c'est que j'ai 300 employés qui vivent sur le site ici. Donc, mon 3e hôtel, si vous voulez, c'est le dortoir des employés qui est fort élaboré. Le restaurant le plus occupé de l'hôtel ici en temps normal, c'est la cafétéria des employés où on sert 1200 repas par jour, 1500, 2000 repas par jour facilement. Vous avez dit un petit centre d'achat tantôt, je suis curieux, un petit centre d'achat, là, juste pour un ordre de grandeur. Ça va être... Écoutez, on a environ une trentaine de boutiques. Donc, si vous voulez vous mettre ça en perspective, c'est une opération fort similaire à ce que j'avais au Reine-Élisabeth à Montréal. Donc, si vous voulez, en termes d'importance, c'est un hôtel très, très important au niveau de Beijing et au niveau de la chaîne hôtelière également. Combien de chambres? Donc, presque 700 chambres ici. Et puis, 7 restaurants, donc un restaurant Michelin, restaurant qui est fort connu, donc le Café Cha, qui est numéro 1 à Beijing, où est-ce qu'on est le plus grand acheteur de homards ici en Chine, etc., etc. Et c'est du homard canadien en passant. Et puis, donc, écoutez, la première étape que nous avons vécue ici, c'était vraiment au niveau de la santé et sécurité des employés. Donc, ça a été avant tout la première chose à faire. À ne pas négliger, ne pas oublier, c'est que lorsque tout ça a commencé, c'était pendant la plus grande migration humaine au monde, et donc le Chinese New Year, le Nouvel An chinois, le Nouvel An lunaire. Et ici, là, peu importe ce qui se passe, les gens retournent à leur famille, retournent à la maison et tout. Et puis, ça se déroulait en plein Nouvel An lunaire. Donc, il y a énormément de gens qui sont partis et retournés à la maison. Et il y en a d'autres que nous leur avons demandé d'annuler et de demeurer ici, et ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Donc, sur mes 300 employés qui demeurent à l'hôtel, j'en ai environ 130 qui sont repartis à la maison. Et puis, les autres, ce sont des résidents ici de Beijing, si vous voulez. Donc, la première chose que nous avons fait, c'était vraiment d'assurer leur sécurité, puisque les réserves, écoutez, c'était vraiment comme dans certains films que vous pouvez voir, où tous les panneaux d'affichage démontrent annuler, 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 annuler. Mm-hmm. C'était la même chose au niveau des réservations. Et puis, mes revenus ont tombé de 90%. Ouais. Donc, ici en Chine, si vous voulez, le mécanisme qui régit l'emploi est fort différent. Ici, on ne paye pas les gens à l'heure. En hôtellerie, on les paye au mois. Okay. Donc, et le code du travail ici, c'est que donc ça s'est passé à la fin janvier. Et si on voulait, donc, le terme qu'on emploierait au Canada, au Québec, ce serait de faire des mises à pied. Mais ici, c'est pas la même chose parce que le premier mois, il faut donner un mois d'avis aux employés. Donc, ici, au mois de février, tous mes employés ont touché plein salaire. Okay. Tous les employés. Malgré que le taux d'occupation a tombé à single digit, alors 5, 6 4 et puis la fermeture de tous les restaurants dans l'hôtel. Donc, vraiment, quelque chose d'assez incroyable à vivre. Au niveau de la logistique à l'interne, donc, on a ouvert une deuxième cafétéria des employés. On a créé 2 équipes de travail, un quart donc Team A, Team B, un quart de travail de l'équipe A, équipe B, avec aucune contamination, aucun contact possible entre ces 2 groupes, si vous voulez. Évidemment, écoute, je ne vous décris pas
les combinaisons, le port du masque obligatoire, la température 2 fois par jour des employés et des clients. Donc, nous avons pris des mesures assez drastiques. Entre autres, nous avons arrêté d'accepter les nouvelles réservations en honorant seulement les réservations existantes et puis en s'assurant donc de la santé et sécurité des gens. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, et cette première phase-là, donc, on a vécu également une rareté au niveau de pouvoir se procurer des équipements, de pouvoir se procurer des masques, etc. On n'a pas eu de problème au niveau de l'alimentation, on n'a pas eu de problème au niveau, si vous voulez, là, des denrées essentielles et tout. Alors ça allait très bien. Numéro 2, avec 90% des revenus qui disparaissent, on s'entend qu'il faut avoir des contingences assez efficaces en place. Donc, ça a été vraiment par rapport à s'occuper d'essayer de sauvegarder et créer de l'efficacité où on pouvait. Le coût de l'énergie est très cher en Chine. L'électricité, l'eau, donc la tonne métrique d'eau et le gaz naturel aussi, c'est très, très cher. Et puis donc, c'est essayer de rationaliser, si vous voulez, une opération aussi de presque 700 chambres afin de pouvoir régler et d'avoir quelque chose qui reste à la fin, c'était fort, fort important aussi. On a créé un plan d'action, si Martin, vous voulez, qui était vraiment... Martin, juste aller un petit peu sur la gauche, je suis en train de te perdre dans l'image. OK, parfait, merci. On a créé un plan, donc, qui était vraiment en 3 phases. Et les 3 phases, c'était donc, au début, c'était vraiment, si vous voulez, ce que je viens de décrire. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle le ramp-up, donc d'être capable d'être prêt et d'anticiper les comportements des gens à la sortie de la crise. Et la troisième phase, c'est l'accélération. OK, juste par curiosité, Martin, cette deuxième phase-là, à quel moment, grosso modo, vous avez commencé à penser le ramp-up, c'est-à-dire qu'il y a une sortie de crise? C'était à quel stade dans le temps? Alors, environ à 4 à 5 semaines après le début de la crise. Et là, je ne parle pas de toutes les industries, je parle de l'hôtellerie. OK. Donc, le ramp-up, ça voulait dire ici qu'on considère de commencer à ouvrir un restaurant. Et puis, afin de pouvoir compétitionner et créer des nouveaux revenus ici, nous avons créé une toute nouvelle division de livraison de nourriture à la maison, de services connexes, donc ce qu'on appelle le Waimai en chinois. Donc, et puis ici, la livraison à domicile, ici, c'est chose courante. Okay. Alors, écoutez, imaginez prendre votre téléphone puis aller vous chercher du skip the dishes ou peu importe comment ça s'appelle, et puis avoir autant de choix que vous pouvez avoir de postes sur un satellite. Là. Alors, 600, 700 choix. Donc, comment est-ce qu'on peut créer des nouveaux revenus à ce niveau-là, être imaginatif et être capable d'être créatif à ce niveau-là. Mais vous aviez l'approbation gouvernementale. À ce moment-là, ils ont dit oui, les restaurants, vous pouvez offrir des services. Oui, l'hôtel peut éventuellement rouvrir. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Est-ce qu'il y avait des consignes avec lesquelles vous deviez respecter? Ou... Parce qu'ici, il y a quand même des ordres, des consignes qui sont données. Là. Tout à fait. Alors, tous les restaurants fermés, les cinémas fermés, les attractions touristiques, etc. Ce que vous vivez en ce moment. Et puis, si j'ai bien compris, votre premier ministre, M. Legault semble faire un travail fort apprécié, ce qui est très, très bien, de voir de l'extérieur, en tout cas. Et puis, oui, effectivement, ici, donc, le gouvernement régit tout. Okay. Donc, au niveau des autorisations, c'est très, très fort à ce niveau-là. Ce qu'on voit présentement, donc, il y a environ 10 jours, j'ai réouvert mon restaurant chinois. Et puis, avec des nouvelles mesures, donc, j'ai perdu 2/3 de mon floor plan de capacité, puisque nous devons respecter tout ce qui est distance sociale, etc. Et puis, donc, les tables à 2 mètres de distance, les sièges à 1,5 mètres, etc. Une table de 3 maximum. Donc, les tables de 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Est-ce que les gens, dans une situation comme en Chine, qui est densément peuplée, où il y a peut-être encore plus de promiscuité, est-ce que ça va? Ou est-ce qu'il y a encore de la réticence ou des réfractaires là, à cette espèce de nouvelle mode d'aller au restaurant, cette nouvelle manière de s'y prendre? Ah non, alors ici, je dois vous dire que pour ce qui a été de la discipline du peuple chinois à suivre les directives, j'ai jamais rien vu de tel.
C'était absolument incroyable et admirable. Et puis, ça a été vraiment quelque chose qui a été suivi à la lettre. Les gens ont fort compris. Les médias sociaux aussi sont très puissants. Et puis, bon, il y a toutes sortes d'idées préconçues. Et puis, on n'est pas ici pour être, pour faire le procès des différents systèmes gouvernementaux qui existent sur la planète. Mais je peux vous dire que ça a très bien fonctionné. Et puis, donc, ce qu'on voit présentement, c'est que la fameuse courbe de M. Horacio, ouais. donc ici, là, ça a très, très bien fonctionné et on commence à s'en sortir. Donc, ce qui est intéressant présentement de constater, c'est que les Chinois, présentement, s'éveillent à une nouvelle réalité. Donc, les gens sont contents. Ils sont tellement contents de pouvoir sortir et vous allez vivre ça au Québec. Les gens sont contents de pouvoir sortir. Ils en ont marre d'être à la maison, de manger la nourriture à la maison et tout. Ils veulent pouvoir aller vivre d'autres expériences que ça. Et puis, donc, on le vit ça présentement. Toujours dans le grand respect. Ici, moi, bon, j'ai toujours qu'une seule entrée à l'hôtel, fort contrôlée, mais les gens arrivent, ils respectent la distance et tout. On prend la température, on prend, bon, tout ce qui est coordonnées personnelles, etc. Et c'est au cas où quelque chose arrive, parce que s'il y a un cas, comme il y a plusieurs hôtels qui ont été touchés avec le coronavirus, et puis s'il y a un cas, bien, à ce moment-là, l'opération est non seulement une opération de soins, santé et sécurité, mais aussi on se change en détective. Parce qu'il faut vraiment essayer de remonter la piste. Vous faites quoi si... Parce que la prise de température, c'est vraiment très, très courant. On voit ça à Singapour, un peu partout en Asie. Et faites quoi? Quelqu'un montre des signes de fièvre. Est-ce qu'il est mis de côté puis on va aller poser plus de questions? Parce que ultimement, est-ce que le préposé qui fait ça à la réception ou l'agent de sécurité n'est pas de médecin? On peut avoir une simple fièvre, c'est pas forcément le coronavirus qu'on a. Je suis juste curieux à ce niveau-là, quelles sont les procédures en place dans l'éventualité où quelqu'un ne passe pas le test de la fièvre ou de... Alors, même chose au niveau des employés qu'au niveau des clients. Si vous voulez, si quelqu'un a une température de plus de 37,3 degrés Celsius, immédiatement, on contacte le système de santé et il y a quelqu'un qui vient. Okay. Donc, ici en Chine, c'est comme ça que ça se passe. Et le système de santé ici en Chine est quand même assez impressionnant, tel qu'il a été démontré, tel que ça s'est démontré dans les derniers mois. Et puis, donc, quelqu'un vient immédiatement et puis, à ce moment-là, il y a un suivi qui est fait. Et puis, moi, j'ai vu des gens se faire tester ici devant l'hôtel à l'extérieur pour le coronavirus et puis s'assurer que, si vous voulez, qu'il n'y avait rien. Depuis le début de la période, ici, avec les mesures exemplaires que nous avons mises en place, il n'y a eu aucun cas ici, si vous voulez, dans ma propriété, ainsi que dans la plupart des hôtels ici à Beijing. Écoutez, en hôtellerie, on est un petit groupe. Alors, les DG, on communique beaucoup ensemble et tout est mis en place dans la majorité des hôtels. Alors, je suis très, très fier de voir tout le travail qui a été effectué par le personnel et par mon équipe en particulier. Martin, maintenant, tu disais un peu plus tôt que là, vous êtes dans la 3e phase. Il commence, d'ailleurs, on le voit dans les médias, là, il ne semble plus y avoir de nouveaux cas, ou à peu près, sur la Chine. C'est donc l'optimisme, j'imagine un optimisme modéré, mais j'ai vu des articles là, comme quoi C-Trip, les demandes en ligne pour le tourisme local, domestique, on s'entend, revient en force. Donc, c'est quoi là, les perspectives? Donnons-nous un peu d'espoir aussi pour les Québécois et Québécoises qui sont à l'écoute en ce moment, surtout dans le domaine touristique. Tout à fait. Ça ressemble à quoi là? Alors ici, bon, écoutez, 1,4 milliard d'habitants, évidemment, donc une densité extrême. Beijing, qui a la population du Canada, donc une très grande ville, une ville magnifique en passant. Si vous avez la chance de venir, il faut absolument voir ça. Et puis, donc, le bilan en Chine présentement, c'est que 70% des entreprises, des industries ont recommencé à fonctionner, si vous voulez, à cette capacité. Et la capacité est présentement, principalement dans les usines et dans tout le secteur primaire, a été limitée à 50% afin de limiter, si vous voulez, le nombre de gens qui travaillent dans ces usines. Et la plupart sont toujours sous le protocole des deux groupes de travail, donc équipe A, équipe B. Okay. Les chiffres de travail qui ont été souvent
modifié au lieu d'être du 8 heures par jour. Donc, c'est 12 heures par jour, 4 jours de travail, 4 jours de congé, si vous voulez. Donc, ça a été, c'est quelque chose qu'on voit présentement. La reprise est assez intéressante à ce niveau-là, au niveau de toutes les industries confondues. Pour ce qui est du tourisme, ce qui nous intéresse vraiment, pour ce qui est de l'hôtellerie ici, écoutez, il y a toutes sortes d'articles qui flottent présentement. Il y a des gens qui avancent que ça va rebondir très rapidement et tout. Je ne partage pas cette opinion, malheureusement. Je ne pense pas qu'on va voir une courbe en forme de V. Ça va plutôt être un U qui va être assez prononcé, si vous voulez. Et puis, donc, l'innovation, la créativité va vraiment démarquer les gens qui vont se relever plus vite, qui vont parvenir de ramper, à marcher, à courir, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Au niveau mondial, si vous voulez, avant que tout ceci se produise, on avait une fougue incroyable au niveau de la santé économique, des marchés, le plein emploi, etc. Et c'est une bonne chose parce que, bon, l'espoir, c'est que, si vous voulez, là, lorsque tout cela sera terminé, que ça va revenir dans une situation qui va se rapprocher à ce que nous connaissions à la fin 2019. Par contre, au niveau de l'industrie touristique, c'est différent, Frédéric, parce que si on regarde là, vraiment ce qui se passe au niveau des croisières, selon moi, ça va être 18 à 24 mois, malheureusement. Au niveau de l'aviation, ça va se replacer quand même assez rapidement. Et puis, c'est un fait très intéressant de voir que la propagation dans les avions a été très, très minime du COVID-19. Enfin, ça, c'est un autre discours, mais évidemment, donc, un des trucs centraux à tout ça, c'est vraiment la propagation au niveau de l'alimentation également, et principalement les buffets. Ouais. Donc, pour les opérateurs qui sont à l'écoute présentement, si vous aviez des opérations buffet auparavant, je vous encourage à penser à une formule différente parce que ça va prendre un peu de temps avant que ça soit relaxé au niveau du gouvernement à ce niveau-là. Donc, ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'il y a une grande différence par rapport à... Et on a vécu toutes sortes de crises. J'ai vécu, évidemment, 9/11, SARS, le 2008, la déroute des systèmes bancaires aux États-Unis qui a affecté énormément le Canada, etc., etc. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent parce que c'est au niveau mondial. Et donc, ce n'est pas vraiment localisé. Donc, encore une fois, la course à l'innovation, je crois qu'il y a énormément d'opportunités. Oui, ça va être juste d'aller les saisir, comme on dit. Ah oui, absolument. Il faut continuer à les saisir. Je vais voir je rappelle aux gens là, que vous pouvez poser des questions à Martin. On est déjà rendu à 28 minutes, puis en général, il est 9h30 le soir aussi en Chine. On ne veut pas te retenir trop longtemps. Tu as les salutations de Yvon Leclerc, je ne sais pas si c'est dans la famille, mais il y a Yvon qui fait dire bonjour ici, bonjour à Linda Galland, Anne-Jean. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les gens qui sont là. Moi, j'en aurais une, parce que tu as mentionné tout à l'heure qu'en février, vous avez relâché vos employés, même qui ont été payés tout le long du mois de février. J'imagine qu'en mars, c'est resté statu quo. Là, demain, c'est avril. Ça va ressembler à quoi vos projections? Allez-vous rappeler 20%, 40%, 50% de vos employés? Quels sont les scénarios avec lesquels vous travaillez? Alors, on a connu une année record en 2019 ici avec cette opération. Et puis, nos prédictions budgétaires en entrant en 2020 étaient d'un taux d'occupation de 83% ici. Et puis, donc, avec un tarif fort intéressant également. Donc, si vous voulez, au niveau de la rétention et du profit, là, quelque chose de très, très solide. Les prédictions présentement sont plutôt autour du 50%. Donc, un rebondissement très fort au 3e et 4e trimestre. Et puis, on a confiance en ceci. Mais ça va être assez ardu quand même. Au niveau des employés ici, donc, nous avons continué, nous avons maintenu notre position et continué les pleins salaires de nos employés. Okay.
Et puis, donc, c'est vraiment là, quelque chose d'incroyable de la part de la compagnie, du groupe Shangri-La et de la manière dont nous traitons nos employés, si vous voulez. Donc, c'est donc super. Oui. pardon? Non, vas-y. Donc, je veux dire, à garder en tête et tout. Évidemment, il y a beaucoup d'autres opérations qui ont choisi de prendre des chemins différents, donc d'y aller avec le salaire minimum par mois, etc., ce qui est l'équivalent de l'aide sociale, si vous voulez, au Canada. Donc, c'est un petit peu à ça que ça ressemble ici. Il faut garder espoir. Écoutez, là, ça va revenir tout ça, mais il ne faut pas... faut pas déconner. Il faut continuer d'agir avec extrême prudence. J'étais désemparé de voir, il y a 2 semaines, certains actes de négligence qui se passaient au Canada. Et puis peut-être que, il y aurait eu matière de traiter ça différemment, mais enfin, je pense que c'est résorbé maintenant et que ça fonctionne beaucoup mieux, et que les gens prennent ça très, très au sérieux, d'après ce que je vois avec mon réseau de connexion, et certainement au niveau hôtelier. Je pense que effectivement, les gens commencent à... Il y aura toujours des réfractaires, des rebelles, pour ne pas dire des connards, mais ça, je veux dire, c'est la vie. J'ai quelques questions qu'on pourrait peut-être prendre en rafale, parce que je pense que c'est des questions qui sont pertinentes. Il y a Johan, notamment, qui demande si vous avez dû revoir votre grille de prix, et si oui, est-ce qu'il y avait un pourcentage de réduction qui est entré en ligne de compte? Absolument pas. OK. Voilà. Absolument pas. Et j'ai vécu assez de périodes de pression comme ça. Croyez en votre produit, croyez en vos services, ayez confiance en vos employés et ne commencez pas à baisser vos culottes et vos prix. Parce que c'est la pire chose à faire et la pente après ça, elle devient tellement ardue à remonter que vous allez être obligé de dépenser du capital, vous allez être obligé de faire des projets de rénovation afin de créer une perception de valeur chez les gens, alors que maintenant, la valeur, vous l'avez déjà avec la qualité de ce que vous faites et de ce que vous mettez de l'avant. Donc, je vous en supplie, ne cédez pas à la tentation. C'est préférable d'opérer un hôtel pour une période de temps avec un taux d'occupation qui est déprimé plutôt que de sacrifier votre rétention. OK? Alors, ça, c'est... Des mots de sagesse. Absolument d'accord avec ça. Absolument. C'est d'ailleurs des apprentissages. Après le 911, on avait vu des hôteliers new-yorkais qui l'ont échappé, qui ont fait des deals. C'est difficile de revenir après. Et d'ailleurs, tu mentionnais taux d'occupation. Il y a Stéphane Boudreau qui pose la question. Quel est justement actuellement votre taux d'occupation en ce moment? Est-ce que c'est revenu à combien versus la situation optimale, en fait, sa question? J'ai un des taux d'occupation les plus élevés à Beijing présentement. Je suis à 10 %. Alors, OK. Alors, on s'entend que c'est pas fort. Au niveau des groupes, conventions, tout ce qui est social, etc., mariage, il faut comprendre ici qu'avec la propriété que j'ai, on a un jardin urbain ici de plus de 3000 mètres carrés. Alors, on fait au-dessus de 300, on a fait 330 mariages et événements sociaux ici en 2019. Donc, tout ça, c'est complètement disparu. Et puis, au niveau technologique, donc, il va y avoir des opportunités également avec l'équipement, la téléconférence. C'est le temps d'aller activer des partenariats avec les fournisseurs et c'est le temps de vraiment explorer, si vous voulez, là, ces nouvelles avenues. Donc, le taux d'occupation est certainement un indicatif, mais au niveau global, si vous voulez, entre l'innovation au niveau de la restauration, au niveau des meetings, au niveau des événements sociaux aussi, c'est quelque chose à vraiment ne pas négliger. L'autre truc que je voudrais mentionner également, c'est le CSR, Corporate Social Responsibility. Donc, votre implication au niveau de la société et de vraiment prendre le temps de penser aux autres en tant qu'entreprise. C'est le moment de faire ça présentement, OK? Et puis, c'est quelque chose, ce sont des actes gratuits, des actes généreux qu'on fait sans rien attendre en retour, mais
la vie a une façon de renvoyer le pendule à un moment donné. Ouais. Alors, donnez et soyez généreux de votre temps et puis de vos actions autant que vous pouvez en cette période difficile. Super. Il y a quelques questions en lien. Je vais les résumer en une seule, là, mais il y a Francine Patnaud qui pose la question ici. Qu'en est-il du tourisme local? Johan également pose une question similaire. Reina Sava se demande est-ce que le tourisme local va être freiné par l'économie vacillante? En fait, donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est essentiellement du tourisme local, domestique, mais la question que je perçois sous ce qui est écrit là, c'est que compte tenu de la crise économique que ça suscite, là, plusieurs gens sont sans emploi, à tout le moins au Québec, c'est ce qu'on s'apprête à vivre, au Canada, en Amérique du Nord. Est-ce que les gens ont quand même le disposable income pour venir, ou tu sais, c'est sûr, il y a une frange de la population qui a retrouvé les moyens, mais disons la classe moyenne, là, est-ce qu'on a encore les moyens? Est-ce qu'on va vouloir justement aller dans les hôtels? Donc, quelle est ta vision par rapport à ça, par rapport à ce que vous voyez en ce moment sur le marché chinois? Bon, alors 2 points importants. Le premier point, c'est que c'est 100% clientèle domestique et locale, puisque ici en Chine, depuis le 28 mars à minuit, toute arrivée internationale, la Chine est fermée. Donc, nous n'acceptons aucun vols internationaux, aucune visite des autres pays ici. Et il continue de faire ça puisque dans les dernières semaines, les cas de COVID-19 ici sont sous contrôle, à l'exception des gens qui reviennent en Chine. Donc, des Chinois d'origine, si vous voulez, qui ont un passeport canadien, européen, américain, etc., et qui veulent revenir à la maison parce que la Chine est perçue présentement comme un des pays les plus sécurs au monde, parce que justement, on est de l'autre côté de la courbe. Mais donc, les observations qu'on voit présentement, c'est que les nouveaux cas de COVID-19 ici sont des cas, ce qu'ils appellent des cas importés. Malheureusement, ça crée un peu le retour du pendule parce que les Chinois ont vécu certaines périodes de xénophobie il y a plusieurs semaines, un peu partout dans le monde. Et puis, on sent un peu, si vous voulez, que les étrangers, présentement, sont regardés 2 fois ici en Chine à cause de cette situation. Mais étant donné que les frontières sont fermées, donc 100% tourisme local. Le gouvernement chinois, ici, on va avoir 2 congés fériés qui s'en viennent. Il y en a un qui est dans quelques jours, au début avril, qui s'appelle Qingming, ou si vous voulez, Tomb Sweeping, qui est un moment où est-ce qu'on célèbre, si vous voulez, ceux qui sont décédés. On va au cimetière, on nettoie les tombes, etc. Donc, le Tomb Sweeping, si vous voulez l'expression anglaise. Et puis l'autre qui est plus significative, donc c'est la fête du travail qui est au début du mois de mai. Le gouvernement chinois encourage déjà les gens à voyager en Chine au mois de mai et puis à dépenser leur argent ici en Chine, à fréquenter les hôtels, à aller dans les restaurants, évidemment avec les nouvelles mesures et tout. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on avait vu il y a environ une semaine un certain relâchement, si vous voulez, au niveau de l'ouverture des cinémas, l'ouverture des sites touristiques, etc. Mais par contre, dans les dernières 24 heures, parce que c'est une situation très, très fluide, et vous la vivez également, donc ça change constamment, le gouvernement a révisé ses mesures de sécurité. Et à nouveau, donc, les attractions touristiques, les cinémas et tout, recommencent à fermer par mesure de sécurité. Ouais, vous voyez, ça fait quand même 2 mois. Alors, il faut continuer d'être très discipliné et puis de ne pas lâcher, quoi, parce que le plus de discipline que les gens vont avoir présentement, le plus tôt vous serez capable d'apprécier à nouveau justement les voyages et les activités sociales. Oui, mais il y avait des articles dans Radio-Canada, la presse, un peu ce matin, hier, là, qui disaient c'est un peu le new normal. En tant qu'il n'y a pas de vaccin, je pense qu'on va devoir malheureusement un peu s'habituer à tout ça. Je vais prendre un dernier commentaire ou question parce qu'on a déjà dépassé le temps et puis c'est très généreux de ta part, Martin, d'être avec nous. Mais une question que je trouvais particulièrement intéressante, je pense qu'il peut... en tout cas, moi, je serais curieux de voir ton feedback. Il y a Julie qui pose la question. Pouvez-vous parler davantage des services connexes et des moyens originaux que vous avez mis en place pendant la crise pour offrir à vos clients? Est-ce que vous avez fait quelque chose de différent et même à la limite, pas juste pendant la crise, même ongoing ou dans un futur rapproché, est-ce que vous avez des petites attentions, des choses particulières là? Bon, alors écoutez, j'ai parlé au niveau service social un peu plus tôt. Bon, je n'élaborerai pas là-dessus. On a tous beaucoup d'imagination par rapport à ce que nous pouvons faire. Et encore, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour les autres.
Donc, l'altruisme demeure très important par rapport à ça. Au niveau commercial, si vous voulez, tout à fait. Et puis, nous ici, nous avons créé, comme j'ai mentionné, une nouvelle division, si vous voulez, de ce qu'on appelle le take-out ou bien take-away, home meal replacement. Une sphère où nous n'avons pas évolué dans le passé. Et puis, moi, j'ai le deuxième plus grand centre d'achat de Beijing, et ça dit quelque chose. Le deuxième plus grand centre d'achat de Beijing, qui est à 2 km d'ici. J'ai des supermarchés qui sont autour de notre complexe ici. Donc, on a entrepris, si vous voulez, d'aller voir et d'aller étudier, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, ça. Écoutez, on est une grosse opération ici, là. Et puis, mais par contre, on a dépêché des gens, on est allé au supermarché, puis on a observé ce que les gens achetaient. Okay. On est allé voir les restaurants autour qui sont encore ouverts, qui n'acceptaient pas de clients à ce moment-là, et on a observé qu'est-ce que les gens commandaient, et parce que les gens pouvaient commander et partir avec leur commande, si vous voulez. Donc, on a vraiment fait du terrain, et c'était quelque chose d'assez révélateur, parce que, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'un Fairmont de Queen Elizabeth, je prends ça par exemple parce que, bon, j'y ai vécu, j'ai déjà travaillé, c'est pas quelque chose que les géants vont faire, si vous voulez, mais ça remet les choses en place. Hein. C'est une expérience très humble d'être capable de faire ça. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on est le plus grand acheteur de homards en Chine. On est l'hôtel qui se procure le plus de homards en Chine. J'avais 1,2 tonnes de homards dans le congélateur ici, lorsque tout ça est arrivé. Donc, au lieu de commencer à dire, bon, écoutez, habituellement, on charge 140 $ par personne pour venir manger au buffet, etc., on a pris la boîte de 12 homards, puis on a mis un bénéfice, si vous voulez, de 20 $ de plus, et puis on les a mis en vente en ligne. Soudainement, c'est parti comme ça. Alors, on est allé dans la cave, on a sorti champagne. Alors, avec votre homard, vous pouvez avoir une bouteille de Dom Pérignon, et au lieu de la vendre, je ne sais pas combien ça se vend une bouteille de Dom Pérignon au Québec présentement, mais mettons que ça se vend ici 1000 RMB, eh bien, au lieu de la vendre à ce prix-là, ici, on la vendait 350 RMB parce que mon cost est inférieur à ça, etc., etc. Donc, au lieu d'être gourmand, si vous voulez, sur la marge et de fonctionner avec le pourcentage, on fonctionne avec la plus-value et ce qu'on est capable d'aller chercher comme bénéfice et de créer des mouvements de revenus. Donc, ça a été quelque chose où on a eu beaucoup de succès ici et très rapidement, le mot s'est passé. Et puis, toute la sphère digitale ici, le commerce digital, et Frédéric, bon, c'est quelque chose que tu connais très bien, étant un expert dans le domaine. Donc, ici, ça a été, en Chine, c'est exponentiel. Donc, tout ce qui est Taobao, tout ce qui est WeChat, Weixin, Ele.me, etc., la liste continue, la liste immense, en fait. Donc, il faut être sur ces plateformes-là et puis essayer d'aller chercher des avantages à ce niveau-là. Donc, ça a été quelque chose ici qui a été une grande leçon, pas seulement pour mon hôtel, mais pour notre organisation en général, afin d'être capable, si vous voulez, d'arriver avec des activités connexes. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Martin, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tous ces insights par rapport à la situation. Je pense que ça a été très apprécié. J'ai vu beaucoup de commentaires, de feedback. Donc, merci. On va vous souhaiter bonne chance pour la sortie de crise en Chine et puis une bonne fin d'année 2020 sous le signe du succès et des revenus de la profitabilité. On va souhaiter la même chose ici au Québec, évidemment. Mais merci donc, Martin, pour cette discussion. Écoute, ça me fait un grand plaisir. Et puis, mon cœur est à Montréal, bien sûr, avec vous tous. Et soyez résilients. Je pense que certainement, mes observations de l'extérieur, c'est que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le Québec semble, bon, malgré le fait que les cas continuent d'augmenter, et ça va continuer d'augmenter, alors c'est juste normal, d'accord? Mais il semble aussi qu'au niveau canadien, bon, que ça commence à se régler d'une manière, ça commence à être un peu plus sous contrôle. Alors, espoir et continuer de travailler fort en restant à la maison. Oui, et puis, bon... S'il y a des hôteliers, s'il y a des gens qui ont des questions, écoutez, il ne faut pas hésiter à me contacter sur LinkedIn, par exemple, si vous désirez.
J'ai eu beaucoup de collègues de différents marchés où j'ai travaillé au Canada auparavant qui m'ont contacté, entre autres dans l'Ouest canadien, afin d'échanger les meilleures pratiques, si vous voulez. Alors, ça me fait toujours plaisir. D'accord? C'est très gentil, Martin. Et puis pour tous les abonnés de Tourisme Express qui suivent, là, ben, dans les prochains jours, on va annoncer de prochaines diffusions Facebook Live comme celle-ci. Mais les prochaines fois, ça risque d'être à l'heure du Québec. Merci donc, Martin, avec le décalage, d'avoir été des nôtres. Et puis pour tout le monde, ben, bonne journée, bonne semaine, bon On confinement. passe à autre chose. C'est bon. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Salut Yvon.